Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 21 juin 2024. Et oui, c'est l'été! Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine ici dans mon petit coin de pays. On parle de, je regardais tantôt, 34 degrés Celsius à l'ombre, mesdames et messieurs. Alors, on rajoute un petit peu d'humidité, facteur humidex, on est dans les 40 quelques. C'est spécial quand même. On a vécu même ça mi-mai, à la mi-mai. Et en tout cas, bref, c'est la vie, c'est le nouvel environnement dans lequel on doit jouer. Hein? La semaine passée, j'avais un petit pépin de console, je ne sais pas si vous en souvenez, puis je vais faire de la publicité pour Rode, il ne me donne pas de sous du tout. J'ai une Rodecaster Pro 2 et puis bon, effectivement, le lecteur de carte SD, micro SD, ne fonctionnait plus simplement et moi, j'utilise beaucoup les configurations multiples et j'alterne et je me sers de la petite carte SD. Et Rode ont accepté, même après une expiration de garantie de quelques semaines, voire près d'un mois, eh bien Rode a accepté de me changer ma console pour une nouvelle dans la boîte tout équipé. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris. Ben, pas surpris, mais je suis content parce que je savais que Rode quand même faisait très attention à ses clients. C'est important quand même quand on fait l'achat de ces petites bébelles-là qui ne sont pas données de s'assurer que, bref, c'est difficile de s'assurer de ça, mais quand on sait que la compagnie fait attention à ses clients, ben, c'est rassurant. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Microsoft simplifie le partage de fichiers entre Windows et Android. Microsoft continue de proposer des synergies entre Windows et Android, comme le prouve cette nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire aux utilisateurs des deux systèmes d'exploitation. On connaît bien l'écosystème Apple qui fonctionne très bien, mais qui nécessite d'acheter uniquement les produits pommés pour en profiter. Microsoft et Google ont une approche plus ouverte, ce qui ne les empêche pas de travailler sur des interopérabilités entre appareils pour faciliter la vie des utilisateurs. C'est justement l'objectif de Microsoft avec cette nouvelle option de partage de contenu de votre ordinateur Windows vers votre Android. Les façons d'envoyer des fichiers entre ces deux OS ne manquent pas, mais les solutions intégrées sont souvent les plus pratiques. On pense notamment à la fonctionnalité Quick Share de Google qui permet de partager des fichiers depuis et vers leur PC sans fil. Ainsi, Microsoft vient d'annoncer sa propre solution dans un billet de blog qui présente les nouvelles fonctionnalités de la version preview de Windows 11 Insider. Les testeurs de cette version bêta verront ainsi s'afficher une nouvelle icône Mon téléphone dans la fenêtre de partage Windows Share pour partager facilement des fichiers vers leur smartphone Android. L'icône ne sera en revanche pas affichée par défaut. Il faudra en effet avoir préalablement couplé votre téléphone et votre ordinateur. Pour cela, il faut utiliser l'application Lien avec Windows sur Android et l'application mobile connectée sur votre PC. Le processus n'est qu'à être effectué une seule fois. Une initiative intéressante qui devrait être déployée plus largement aux utilisateurs de Windows 11 dans les mois à venir. Une fonctionnalité qui vient s'ajouter à l'affichage des fichiers de votre smartphone Android dans l'explorateur de fichiers de Windows. Microsoft Outlook, si vous n'acceptez pas les nouvelles règles, eh bien, votre compte sera inaccessible. La connexion au compte Outlook sera bientôt plus sécurisée. Microsoft vient en effet d'annoncer sur son site plusieurs modifications à venir pour tous les utilisateurs possédant un compte personnel sur son service de messagerie. Cela concerne donc les utilisateurs possédant un compte de messagerie dont l'adresse se termine par exemple par outlook.com, hotmail.com ou autre, ou encore live.com. Dans quelques semaines, l'authentification de base, qui ne requiert qu'un identifiant et un mot de passe, eh bien, ne sera plus prise en charge. Microsoft compte en effet remplacer celle-ci par une méthode plus moderne et surtout plus sécurisée. Bien que l'authentification de base avec un identifiant et un mot de passe a été la norme durant de nombreuses années, la firme de Redmond indique qu'elle a aussi facilité la tâche aux acteurs malveillants. En mettant fin à la prise en charge de l'authentification de base, Microsoft compte forcer tous les
les utilisateurs de sa messagerie à migrer vers des applications plus modernes. Car pour profiter de l'authentification moderne basée sur des jetons ou une authentification à plusieurs facteurs, les utilisateurs n'auront pas d'autre choix que de mettre à jour leur application actuelle ou d'en adopter une plus récente. Microsoft indique ainsi que, et je cite, « Le moyen le plus simple pour être sûr d'être prêt pour utiliser l'authentification moderne est de télécharger l'une des applications Outlook gratuites pour iOS, Android, Outlook pour Mac ou Outlook pour Windows. Vous pourrez cependant utiliser d'autres applications prenant en charge cette méthode d'authentification moderne, comme le client Mail d'Apple ou encore Thunderbird. Quant aux abonnés Microsoft 365, ils pourront continuer d'utiliser l'application Outlook incluse dans leur abonnement. Il en va de même pour les utilisateurs d'Outlook 2021 qui ne sont pas concernés par ces changements. Microsoft a par ailleurs profité de l'occasion pour rappeler que les applications courrier calendrier installées nativement sur Windows seront bientôt définitivement abandonnées. D'ici la fin de l'année 2024, courrier calendrier ne seront donc plus proposés au téléchargement sur le Microsoft Store. À la place, les utilisateurs devront adopter la nouvelle application Outlook pour Windows qui remplacera celle-ci et qui prend en charge l'authentification moderne. Par ailleurs, bien que la plupart des utilisateurs accèdent au webmail Outlook depuis un navigateur moderne, Microsoft avait conservé une version allégée de son webmail pour les navigateurs plus anciens. Cette version allégée d'Outlook va également disparaître. Elle ne sera plus prise en charge à compter du 19 août prochain. Pour continuer d'accéder à Outlook.com, les utilisateurs devront utiliser au minimum Edge ou Chrome en version 79, Firefox en version 78, Safari en version 16 et Opera en version 76. À noter aussi que Microsoft compte retirer la possibilité d'accéder à Gmail depuis la barre latérale d'Outlook.com d'ici au 30 juin prochain. Ça s'en vient. Les utilisateurs Windows et Mac pourront toutefois continuer d'accéder à leur messagerie Gmail à condition d'utiliser Outlook pour Windows et Outlook pour Mac. Apple lance un gestionnaire de mots de passe, même sur Windows. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Worldwide Developers Conference d'Apple a été riche en annonces. Tous les appareils et tous les systèmes de la marque à la pomme croqués ont eu droit à au moins une révélation. On peut citer les nouveautés d'iOS 18 ou encore l'arrivée d'Apple Intelligence, par exemple. D'autres sont plus anecdotiques sans être pour autant inintéressantes, comme l'arrivée d'une calculatrice sur iPad après 14 ans d'attente. Retenons également la présentation de macOS 15 Sequoia, pendant laquelle la firme de Cupertino a dévoilé un programme bienvenu, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme, sobrement intitulé Mots de passe. Il a visiblement pour ambition de se poser en synthèse de tous les autres. S'il reste encore beaucoup à découvrir sur le logiciel, le peu qu'on a pu voir est très prometteur, à tel point qu'on imagine déjà remplacer les meilleurs gestionnaires de mots de passe actuellement sur le marché. Sur la capture d'écran servant d'illustration à cet article, vous irez voir l'article, vous pouvez voir dans la colonne de gauche 6 catégories distinctes. Mots de passe d'Apple gère et classe les passkeys, les codes de vérification et les identifiants de connexion au réseau Wi-Fi. Une 5e entrée sécurité vous alerte si un sésame devrait être remplacé parce qu'il est trop faible, sésame étant un mot de passe compromis ou utilisé plusieurs fois. Enfin, l'onglet Deleted, effacé, laisse penser qu'il sera possible de récupérer des mots de passe récemment supprimés du gestionnaire. Vous pourrez aussi créer des groupes avec lesquels partager certains mots de passe enregistrés. L'interface globale est très claire et l'utilisation de l'ensemble paraît intuitive. Alors, mots de passe ou passwords d'Apple fonctionnera sous macOS Sequoia, iOS 18, iPadOS 18, Vision Pro et même Windows via l'application iCloud. Si le gestionnaire est gratuit, ce qui est très probable, il pourrait sérieusement concurrencer les autres, ne serait-ce qu'en offrant des fonctionnalités payantes chez les autres, comme l'installation sur plusieurs appareils simultanément. Alors, on va avoir une réponse cet automne. WatchOS 11 détectera automatiquement quand vous faites la sieste. Si vous possédez une Apple Watch,
Vous l'utilisez sans aucun doute déjà pour vous réveiller et pour enregistrer vos données de santé liées au sommeil. Eh bien, malheureusement, la version actuelle de WatchOS n'est pas capable de surveiller vos nuits. Et seulement lorsque votre Watch est configuré sur le mode de concentration dédié au sommeil. La prochaine mise à jour du système d'exploitation de la montre connectée d'Apple devrait toutefois changer la donne. Sur Reddit, un utilisateur répondant au nom de Jashua06 Bonjour, M. Jashua06 a découvert de manière fortuite que son Apple Watch sur laquelle il a installé la bêta de WatchOS 11 avait enregistré automatiquement des données de sommeil après avoir fait une petite sieste. Jusqu'à présent, que le mode concentration repos soit activé pour que la montre puisse être en mesure de consigner les données liées au sommeil. Par ailleurs, il s'agit là d'une excellente nouvelle puisqu'Apple Watch ne disposerait d'aucune fonctionnalité permettant de détester les phases de sieste. Détester les phases de sieste. Drôle de... Dévoilé lors de la traditionnelle WWDC, WatchOS 11 devrait renforcer encore un peu plus le suivi des activités sportives et la surveillance de la santé, car outre l'arrivée de traduire WatchOS 11 pourra mesurer l'effort fourni lors d'une activité par rapport aux précédentes et offrira même un suivi de grossesse. Surtout, WatchOS vous autorisera enfin à être malade. Ah là là. Les anneaux d'activité que vous devez remplir quotidiennement pour atteindre vos objectifs pourront être mis momentanément sur pause. Vous pourrez en effet planifier une phase de repos d'1 jour, d'1 mois ou sur une période plus longue en cas de besoin. Ah, je vais me reposer pour 15 ans. Cette suspension sera bienvenue, par exemple, si vous êtes malade ou blessé. Vous permettra de continuer à recevoir des récompenses. Ah, OK, je comprends. WatchOS 11, dont le déploiement est prévu pour l'automne prochain, nécessitera un iPhone fonctionnant sous iOS 18. Il sera disponible sur les Apple Watch SE de seconde génération, les Apple Watch Series 6 et supérieurs, ainsi que sur les 2 générations d'Apple Watch Ultra. Que faire de votre vieil iPad? Voici quelques idées pour lui donner une seconde vie. Quelques pistes pour que votre iPad ne prenne pas la poussière. Ce n'est pas parce que l'iPad Pro M4 est sorti que les plus vieux sont obsolètes, loin de là. Un cadre photo numérique avec l'application Photo. Vous pouvez aisément créer des albums, les faire défiler en mode diaporama. De nombreux accessoires dédiés, étuis, supports muraux, batteries externes sont disponibles pour faciliter cette reconversion. De quoi le transformer en un très bel objet à exposé dans votre salon. Un deuxième écran, il est tout à fait envisageable de faire de votre iPad un second écran pour votre Mac grâce au logiciel Sidecar. Pour cela, votre iPad ne doit pas être trop ancien, il doit tourner sous iPadOS 13 minimum et votre Mac doit être sous macOS Catalina. Les 2 appareils devront être connectés au même compte Apple et à vous les joies du double écran à moindre coût. Et la météo, grâce aux applications météorologiques standards, l'application météo chez Apple ou d'autres, votre iPad pourra devenir une véritable station de prévision météorologique. Encore mieux, vous pourrez connecter votre tablette à des objets connectés comme Arduino ou Raspberry Pi pour surveiller les capteurs externes. Maison intelligente, les appareils domotiques se démocratisent de plus en plus. Lumière, thermostat ou caméras connectées. La liste s'allonge d'année en année. Pilotez-les facilement grâce à votre ancienne tablette qui pourra devenir le centre de votre maison connectée. Pas besoin d'avoir les applications les plus récentes pour contrôler Apple HomeKit, Home ou Nest de chez Google. Compagnon de route, si votre iPad dispose d'une connexion cellulaire, recyclez-le en assistant de navigation automobile, un support pour pare-brise ou pour tableau de bord et c'est parti. Installez Waze, Google Maps et vous voilà muni d'un très beau GPS. Et pour la lecture, bibliothèque, si vous vous abonnez à des services en ligne dédiés, Kindle, Apple Books ou Goodreads, par exemple, vous pouvez transformer votre iPad en liseuse numérique. Même s'il n'aura peut-être pas le même confort de lecture ou l'autonomie d'une vraie liseuse, cela peut toujours dépanner. Petite parenthèse, il existe des écrans mâts que vous pouvez rajouter sur votre iPad qui enlèvent les reflets. Ça rend la tablette plus comme une liseuse, dans le fond. Un réveil aussi pour vous réveiller. iPad peut se transformer en un réveil élégant et complet à poser à côté de votre lit ou à emporter lors de vos déplacements. Il y a des applications
applications comme Easy Rise Alarm Clock, Alarmy ou Sleep Cycle qui proposent une tonne de fonctionnalités intéressantes. Analyse du sommeil, alarme personnalisable, réveil intelligent au moment optimal du cycle du sommeil, graphiques et statistiques détaillées sur votre sommeil, notes et journal de sommeil. Si vous n'êtes pas convaincu par cette petite liste, sachez que vous pouvez toujours donner ou recycler ou revendre votre iPad. Android teste un ingénieux système d'antivol pour smartphones. Les vols de smartphones sont un véritable fléau, et ce, aux 4 coins du monde. On recensait par exemple un mobile volé toutes les 6 minutes à Londres en 2022, ou encore 2 vols de téléphone mobile par minute au Brésil. Le plus grand pays d'Amérique latine, avec des villes comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro, va d'ailleurs servir de test pour le nouveau système d'antivol imaginé par Google. Lors de la conférence I/O 2024, le géant américain indiquait qu'Android allait bientôt être capable de détecter si votre téléphone a été volé. L'idée prend forme sous le nom de Theft Detection Lock et utilise l'IA pour déterminer si quelqu'un arrache votre téléphone de vos mains et tente de s'enfuir, que ce soit en courant, à vélo ou en voiture. L'intelligence artificielle analysera les mouvements saccadés afin de savoir s'il s'agit d'une tentative de vol. D'autres indices peuvent être pris en compte, comme le fait d'utiliser un autre réseau ou si l'appareil ne se connecte plus sur un réseau fréquemment utilisé pendant une période prolongée. Et je cite, si un mouvement associé au vol est détecté, l'écran du téléphone sera rapidement bloqué pour éviter que les voleurs aient facilement accès à vos données, précise Google. Ce test au Brésil est important pour Google qui propose une version pilote à partir de juillet. Le pays est particulièrement touché par ce problème, si l'on en croit les dernières données publiques de l'ONG de référence Forum de sécurité publique. Le Brésil enregistrait près d'1 million de vols de téléphones en 2022, soit 1,9 téléphones par minute, en hausse de 16,6% par rapport à l'année précédente. Je cite, les retours des Brésiliens ont inspiré des fonctions d'Android contre le vol et ce pays sera le premier à le tester, précise Fabio Coelho, le responsable de Google au Brésil. Cette fonction de protection contre le vol d'Android fait partie des nouveautés prévues par Google pour améliorer la sécurité et la protection de la vie privée. Outre le système d'antivol, le groupe américain proposera de verrouiller un smartphone volé ou perdu et de bloquer l'accès aux données à distance en utilisant seulement le numéro de téléphone. Il sera même possible de le faire avec un smartphone hors connexion ou éteint. La firme justifie le déploiement de cette option par le fait que de nombreux utilisateurs ne se souviennent pas du mot de passe de leur compte Google après la disparition de leur smartphone. Ces nouveautés arriveront dans le courant de l'année sur Android et certaines fonctionnalités seront disponibles avec Android 15. WhatsApp améliore les appels vidéo et lance un nouveau codec audio. WhatsApp annonce plusieurs améliorations en ce qui concerne les appels vidéo. 3 fonctionnalités seront mises en avant par la messagerie appartenant à Meta. Les 3 améliorations sont le partage d'écran avec audio. S'il est déjà possible de partager son écran, vous pourrez désormais également partager votre audio en même temps, la solution idéale pour regarder des vidéos ensemble. Ensuite, plus de monde par appel vidéo, jusqu'à 32 personnes sur tous vos appareils. La mise en évidence, eh bien, c'est repérer facilement la personne qui parle en la voyant apparaître en premier et en surbrillance à l'écran. Un plus grand nombre de participants et une mise en avant des orateurs sont un moyen de tenter de faire la plateforme un concurrent plus viable de Zoom, FaceTime et Google Meet. Une autre nouveauté a lieu en coulisses. Il s'agit d'un nouveau codec audio qui a pour nom M-Low, Meta-Low. Les appels passés sur un mobile bénéficieront d'une meilleure suppression du bruit et de l'écho dans les environnements bruyants. Et les appels vidéo afficheront une meilleure résolution en haut débit. Le son sera globalement plus net, même si vous disposez d'une mauvaise connectivité réseau ou si vous utilisez un appareil ancien. Pour en savoir plus sur le codec M-Low et entendre la différence de qualité de l'audio, eh bien, allez voir l'article, il y a un lien dans la page de l'article. Comme à chaque fois, eh bien, avec WhatsApp, les nouveautés sont en cours de déploiement. Il est donc possible que certains d'entre vous ne les aient pas encore aujourd'hui. Cela viendra au fil des jours et des semaines.
TikTok a dévoilé ses avatars IA et ils sont plutôt flippants. Dans une démarche pour le moins audacieuse, TikTok a annoncé il y a peu le lancement de Digital Avatars et les questions de personnages virtuels générés par intelligence artificielle. Elle est partout, cette intelligence. Elle est artificielle. Cette nouveauté est censée faciliter la création de contenu en live par les créateurs et les entreprises sur la plateforme. Mais voilà que les premiers aperçus de ces avatars soulèvent déjà des interrogations, tant leur aspect semble déconcertant. Selon TikTok, ces avatars IA ont pour vocation de permettre aux créateurs et marques d'élaborer du contenu promotionnel avec un rendu humain, et donc sans les contraintes de production et de post-traitement d'une publicité classique. Une manière pour l'appli de mettre l'IA générative au service de ses annonceurs et, soyons honnêtes, d'augmenter ses revenus publicitaires. Pour ce faire, TikTok proposera 2 types d'avatars. Des modèles standards basés sur des acteurs rémunérés et des versions personnalisées à l'effigie de créateurs ou porte-parole de marques existantes. Ces personnages virtuels pourront ensuite être mis en scène dans des vidéos publicitaires, et ce, avec la possibilité d'être doublés dans différentes langues selon les cibles visées. Mais c'est là que le bas blesse, car si TikTok vante un rendu réaliste et naturel, les premiers exemples d'avatar IA dévoilés sont pour le moins perturbants. Si TikTok n'est pas la première plateforme à explorer les possibilités de l'IA générative, eh bien cette incursion dans le domaine publicitaire soulève des questions. Faudra-t-il s'attendre à voir défiler ces avatars aux airs de robots dans nos fils d'actualité? Il faut dire que cette perspective est pour le moins déconcertante. Certes, TikTok s'engage à apposer des mentions claires sur ses contenus IA, mais cela suffira-t-il à rassurer les utilisateurs vis-à-vis de cette omniprésence grandissante de l'intelligence artificielle? En tout cas, la firme aura fort à faire pour gommer le côté inquiétant de ces avatars, sous peine de provoquer un rejet massif. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Messagerie sécurisée, la présidente de Signal pointe l'hypocrisie de l'Union européenne. La présidente de Signal, Meredith Whittaker, qui fustige sans détour l'Union européenne sur sa volonté d'imposer un système de contrôle du chat qui rendrait obligatoire l'analyse des communications privées avant chiffrement. Selon elle, cette mesure cacherait en réalité un désir dangereux de saper totalement les protections du chiffrement de bout en bout, autrement connu sous l'acronyme E2EE, End-to-End Encryption, sous couvert de lutter contre la pédocriminalité ou le terrorisme. Si les concurrents les plus populaires de Signal comme WhatsApp ou Telegram ne sont pas encore sortis du bois, ce vent debout de la patronne de l'application indépendante pourrait faire boule de neige. Threema, qui est une autre application de chat qui a fait de la sécurité son animal totem, appelle ses utilisateurs à la révolte. Rien de moins. En réponse aux attentats meurtriers, l'Union européenne souhaite interdire le chiffrement complet des conversations privées. Son projet de loi contrôle du chat, qui pourrait être adopté dès le 19 juin 2024, mon Dieu, c'était cette semaine, obligerait les applications de messagerie à détecter et signaler les contenus illégaux avant même de les chiffrer. Un moyen, selon Bruxelles, de combattre efficacement les réseaux pédocriminels ou terroristes en s'arrogeant un droit de regard sur les échanges chiffrés. L'Union européenne envisage en effet sérieusement de restreindre le chiffrement de bout en bout sur les messageries, prétextant la lutte contre la diffusion de plein d'affaires pédopornographiques en ligne. Le projet sur la table, forcer les utilisateurs à désactiver ce cryptage renforcé pour permettre aux autorités de scanner les échanges à la recherche de contenus illicites. Refuser équivaudrait à une forme de blocage avec l'impossibilité d'envoyer des médias et des liens. Un véritable chantage, selon les défenseurs de la vie privée, qui dénoncent une mise en danger généralisée de la confidentialité sous couvert d'objectifs sécuritaires. Plus largement, il semble que l'Union souhaite se donner les moyens d'une forme de surveillance légitime de ces échanges privés, jugeant que le chiffrement intégral fait obstacle à cette surveillance, pourtant jugée nécessaire pour prévenir et combattre diverses activités
activités criminelles. Mais pour Meredith Whittaker, cette modération des téléchargements, bien que rebaptisée, reste un appareil de surveillance de masse. Rendre obligatoire l'analyse de masse des communications privées compromet fondamentalement le chiffrement, tranche-t-elle dans un communiqué. Mais il semble qu'elle ne soit pas la seule à s'insurger contre ce vote à venir. En effet, elle partage sa position avec Threema, la solution de messagerie suisse, qu'on a parlé tout à l'heure, qui voit dans ce projet une grave menace pour la confidentialité. Et je les cite, il n'y aura jamais de version de Threema qui espionne ses utilisateurs, prévient l'entreprise, également très attachée au respect de la vie privée, des données échangées sur son application de chat par ses utilisateurs, n'excluant pas de quitter l'Union européenne si la loi était adoptée. Sony a enfin intégré le chat vocal Discord directement sur la PS5. Depuis plus d'un an, les joueurs PS5 peuvent lancer ou rejoindre un chat vocal sur Discord. Si cette fonctionnalité a été particulièrement bien reçue par les joueurs, force est de constater qu'elle demeurait encore imparfaite. En effet, l'usage de l'application Discord sur mobile et ou ordinateur était jusqu'alors indispensable pour pouvoir se joindre à une conversation de groupe. L'heure est visiblement au changement puisque Sony vient d'officialiser que l'accès au chat vocal sur la PS5 a d'ores et déjà entamé son déploiement. Le mois dernier, Discord annonçait vouloir recentrer son activité sur le jeu vidéo. La plateforme de messagerie ultra populaire a profité de cette occasion pour s'agrémenter de quelques modifications bienvenues, pensées pour simplifier le quotidien des gamers. Sur sa lancée, Discord va maintenant permettre aux propriétaires de PS5 de rejoindre des chats vocaux directement depuis leur console. Je cite, de cette manière, ils n'auront plus besoin d'utiliser Discord sur PC ni l'application mobile pour prendre contact, comme fièrement indiqué par Sony dans son PlayStation blog. La firme japonaise précise par ailleurs que la fonctionnalité est en cours de déploiement en Asie et qu'elle sera progressivement délivrée aux joueurs situés en Europe, en Australie, Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et sur le continent américain. Par conséquent, son déploiement pourra nécessiter jusqu'à plusieurs semaines en fonction de la région du monde dans laquelle vous vous trouvez. Alors voici la marche, il y a une vidéo dans l'article pour aller voir la marche à suivre pour profiter pleinement de la fonctionnalité lorsque celle-ci sera disponible. Vous accédez au centre de contrôle de la PS5, vous sélectionnez l'onglet Discord dans la section Game Base et choisissez le serveur Discord ou le groupe que vous souhaitez rejoindre. Vous sélectionnez le chat vocal que vous préférez. Pour information, votre PS5 vous permettra dorénavant de voir les personnes déjà présentes dans un chat vocal sur Discord. De plus, une notification vous sera envoyée dès lorsqu'un utilisateur cherchera à vous contacter, vous permettant ainsi de rejoindre l'appel instantanément. Toujours parlant de Sony, qui ont retiré discrètement la mention 8K sur les boîtes de PS5. La PS5 a de la puissance à revendre, à tel point que Sony a vanté avant son lancement le support de la 8K. Rien de moins. Une référence que l'on a retrouvée en bonne place sur les boîtes des PS5 aux côtés du HDR et de la 4K à 120 images secondes. Visiblement, l'argument marketing a fait son temps et Sony a tout simplement décidé de supprimer la mention 8K des emballages de la console. Comme le note John Linman de la chaîne YouTube Digital Foundry, et le support d'une telle définition qui est à 7680 par 4320 n'est pas approprié pour une telle machine, sans compter qu'on peut s'interroger sur la pertinence d'un téléviseur 8K, alors que de nombreux consommateurs ne sont toujours pas équipés de téléviseurs 4K. Dans une foire aux questions remontant à 2020, Sony explique, et je cite, qu'une future mise à jour logicielle permettra d'afficher des définitions jusqu'à la 8K quand le contenu sera disponible. Le contenu, c'est le problème. Effectivement, il n'existe qu'un seul jeu compatible 8K de Tourist, un titre au graphisme 3D de style voxel. Au moment du lancement de la Xbox Series X, qui elle aussi est théoriquement capable d'afficher de la 8K, Phil Spencer avait expliqué que cette technologie pouvait inspirer l'industrie, mais que les capacités d'affichage des appareils ne sont pas encore vraiment là. Le patron de la division gaming de Microsoft pensait que le secteur était encore à des années d'une norme 8K dans les jeux vidéo. Et manifestement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les actionnaires de Tesla ont cédé. Elon Musk touchera bien son package record de 56 milliards de dollars américains.
qu'il paraît loin le temps où officiellement Elon Musk ne touchait pas de salaire chez Tesla. Le grand patron du constructeur automobile qui attendait de ses actionnaires qu'il valide son plan de rémunération a été entendu jeudi le 13 juin. Musk va obtenir ses 56 milliards de dollars. Mais d'autres changements sont à venir pour Tesla qui va aussi changer de domiciliation. Elon Musk n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Depuis l'annulation de son plan de rémunération par un juge de l'État américain du Delaware en janvier dernier, qui avait dénoncé la trop grande proximité entre le milliardaire et les membres du conseil d'administration, le boss de Tesla avait remis plus d'une pièce dans la machine. Les efforts d'Elon Musk et de certains de ses proches ont donc payé. Ce jeudi soir, juste après la clôture du scrutin en Assemblée générale, Elon Musk est monté sur scène à Austin, Texas, pour lâcher, je le cite, « Bon sang, je vous adore les gens ». Pas peu fier du vote des 2 résolutions proposées, largement adoptées selon lui. Tout n'a pas été simple pour Elon Musk, car il a fallu travailler au corps les plus petits porteurs, les gros actionnaires ayant pour certains déjà fait part de leur désaccord avec ce plan de rémunération. Pour cela, les petits porteurs ont parfois gagné des visites de l'usine d'Austin, carrément mise en scène par Elon Musk lui-même et le chef designer de Tesla, Franz von Holzhausen. Bonjour, M. Holzhausen, sans oublier des petits démos du robot humanoïde Optimus. Bref, les petits plats dans les grands. Vous l'avez compris, donc, une autre approbation a été soumise au vote de centaines d'actionnaires participant au scrutin, celle qui concerne la domiciliation de Tesla. Aujourd'hui, le siège légal du géant de la voiture électrique est juridiquement installé dans le Delaware, presque à l'extrémité ouest des États-Unis. Son transfert au Texas, État cher au cœur d'Elon Musk, où se trouve la Tesla Giga Texas, l'usine XXL qui pourrait un jour produire 500 000 véhicules par année à elle toute seule, a été définitivement acté. Elon Musk pioche dans les puces destinées à Tesla pour développer son entreprise d'IA. En détournant des milliers de puces NVIDIA initialement prévues pour Tesla vers sa start-up dédiée à l'intelligence artificielle XAI, Musk mise gros. Si l'on en croit les futurs plans que prévoit le milliardaire pour sa société, dont un supercalculateur pour son IA Grok, cette stratégie pourrait largement en accélérer son développement. Toutefois, cette dernière est loin d'être sans risque, puisqu'elle pourrait complètement bouleverser les attentes des investisseurs de Tesla, mais qui ont accepté son 56 milliards. Selon des courriels confidentiels obtenus par la CNBC, Musk aurait personnellement ordonné la réaffectation de milliers de puces NVIDIA H100, initialement destinées à alimenter les systèmes de Tesla vers sa société X.com. Cette décision pourrait indubitablement retarder l'acquisition par Tesla de ses processeurs d'une valeur totale avoisinant les 500 millions de dollars. Auparavant, Musk avait pourtant annoncé une augmentation significative des achats de ses puces de pointe pour Tesla, affirmant dans un tweet que l'entreprise investirait la somme faramineuse de 10 milliards de dollars, qui servira à la formation et à l'application de l'IA, cette dernière étant principalement destinée aux voitures. Cependant, les courriels divulgués par NVIDIA révèlent que ces processeurs seraient en réalité redirigés vers XAI, la filiale X.com. Une note interne de NVIDIA datant de décembre dernier faisait état de cette situation et mentionnait explicitement que Elon Musk privilégie X en détournant 12 000 puces H100 destinées à Tesla vers X, mettant ainsi en avant les besoins de X par rapport à ceux de Tesla. Quand la science-fiction devient réalité, des hologrammes dans vos lunettes. Dans une étude parue le 22 avril dans la revue Nature Communication, une équipe de chercheurs font état de résultats de leurs travaux. Ces derniers sont parvenus à mettre au point un dispositif assez petit pour tenir dans une paire de lunettes ordinaires, capable de projeter des hologrammes très réalistes à l'intérieur de celles-ci. Une avancée technologique impressionnante dans le domaine de la réalité virtuelle, la VR, et de la réalité augmentée, AR. Les hologrammes traditionnels reposent sur les modulateurs spatiaux de lumière, les SLM, modifiant la forme des ondes lumineuses à une certaine distance afin de créer une surface tridimensionnelle. Or, ces SLM étaient principalement fabriqués à partir de cristaux liquides ou la technologie d'affichage sur silicium, dispositif limité à des écrans plats ainsi qu'à des zones de vision réduites. L'angle de vue étroit contraignait dès lors le spectateur à rester dans une position précise
grise, sous peine de voir la lumière disparaître en raison de la diffraction. Désormais, avec ces nouvelles lentilles holographiques, ce problème est définitivement écarté. Le champ lumineux est en effet projeté directement face au spectateur, quel que soit son angle de vue. Ainsi, la lumière ne disparaît plus, offrant une expérience visuelle continue et véritablement immersive. De surcroît, la miniaturisation inédite de ces dispositifs à la taille de simples verres de lunettes supprime la nécessité de se munir d'encombrants casques de réalité virtuelle. Selon les chercheurs, les hologrammes créés sont de plus très réalistes. Imaginez dès lors un dispositif similaire à l'Apple Vision Pro, mais se présentant sous la forme de simples lunettes. Le casque d'Apple est déjà un petit bijou de miniaturisation par rapport à ses concurrents, mais sa taille reste tout de même relativement conséquente. Pour le moment, cette technologie n'est évidemment pas prête pour une commercialisation immédiate, mais elle pourrait connaître une expansion fulgurante au cours de la prochaine décennie. Les applications potentielles de cette innovation se révèlent assez vastes. Communication holographique rendue possible par la 6G, expérience immersive dans les domaines de l'éducation ou du divertissement, métiers créatifs, etc. Certes, nous ne verrons probablement pas ces lentilles holographiques débarquer dans nos maisons immédiatement, mais cela pourrait arriver bien plus tôt que prévu. La sonde Voyager 1 de la NASA se porte de nouveau comme un charme. Il aura fallu attendre jusqu'à la mi-juin pour que les 4 instruments fonctionnels sur la sonde Voyager 1 puissent à nouveau fonctionner. Un analyseur de particules chargées, un magnétomètre, un capteur de plasma et un analyseur de rayons cosmiques. Les capteurs s'étant aventurés le plus loin de la Terre à près de 24,5 milliards de kilomètres actuellement. Avec ceux de sa cousine Voyager 2, Voyager 2, ils sont les seuls au-delà de l'héliopause et ils fournissent ainsi des données très rares et très importantes. Le fait d'avoir 2 sondes qui fonctionnent permet aussi de comparer les relevés et de valider ou de contrôler les points de mesure. Inutile de dire que depuis la mi-novembre 2023, ces données manquaient cruellement à la communauté scientifique. À partir de novembre 2023, les données renvoyées par Voyager 1 n'était plus lisible, une suite incompréhensible de 0 et de 1 qu'il n'avait pas été possible de décoder. Au fur et à mesure, les ingénieurs de la NASA ont réussi à comprendre que la sonde était capable de recevoir des signaux, mais pas d'en envoyer des corrects. Ils ont fini par isoler le problème à une section du FDS, qui est le Flight Data Subsystem, dont une partie des segments mémoire sont et seront définitivement inopérables. Mais un code a permis de reprogrammer d'autres parties de la mémoire utilisées pour envoyer des données et le 18 avril, les antennes de la Terre ont transmis le nouveau code à Voyager 1. 2 jours plus tard, il faut à peu près 22h35 pour que nos signaux atteignent la sonde et autant pour que sa réponse nous parvienne. Alors, on parle de 45 heures en total, aller-retour. Le véhicule de presque 47 ans, envoyé dans l'espace alors que Valéry Giscard d'Estaing était présidente de France, communiquait à nouveau en clair. Pour les instruments, il a fallu quelques semaines supplémentaires pour rallumer d'abord 2, puis les 4 instruments de la sonde qui transmet désormais sur ses mesures vers la Terre. Et pourtant, 6 mois après le premier hoquet, il reste encore quelques traces de ce mauvais passage dans les données. Il faudra en effet resynchroniser une partie des horloges de bord et faire très attention lors du téléchargement des enregistrements du capteur de plasma. Contrairement aux autres qui diffusent leurs données en continu vers la Terre, ce dernier enregistre s'est relevé sur une bande magnétique, quand même, qui est ensuite lue une fois tous les 6 mois. Délicatesse requise. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui. Et j'en doute, je ne sais pas, je me pose des questions, mais j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette émission et le format. C'est très important. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je continue mon gaming. Ciao tout le monde!